3 invités avec nous chaque soir pour décrypter les mouvements de la planète marché. Julien Kistrebert est avec nous, le directeur des investissements de Montségur Finance. Bonsoir Julien. Bonsoir. Merci d'être là. Merci à Franck Dixmier d'être avec nous en plateau également. Bonsoir Franck. Bonsoir Grégoire. Directeur monde des gestions obligataires d'Allianz Global Investors et Cyril Collet à nos côtés également en studio. Bonsoir Cyril. Bonsoir. Merci d'être là. Vous êtes directeur de la gestion quantitative action de CPR Asset Management. Je tire avec 24 heures d'avance le bilan du mois de mars et je vous donne les valeurs du jour par rapport aux valeurs de clôture fin février. Le VIX est à 19 aujourd'hui, il était plutôt entre 20 voire 21 fin février. Le S&P 500 est à 4055 points, il était un peu en dessous des 4000 points fin février. Le Stock 600 est à 455 points aujourd'hui, il était plutôt une dizaine de points au-dessus peut-être fin février. L'euro-dollar en un mois est passé de 1,06 à 1,09. L'inversion de la courbe des taux aux États-Unis s'est réduite assez nettement, quasiment de moitié, puisqu'on était à moins 100, moins 90 points de base sur le 10 ans, 2 ans, inversé. On est à moins 55 aujourd'hui. Et le pétrole était à un peu plus de 75 $. Il est à 73,50 $ au moment où on s'en parle pour le baril WTI. Comme si rien ne s'était passé. Le 10 ans US, c'est un peu plus bas quand même. Ah oui, j'ai pas donné toutes les valeurs. J'ai pas donné toutes les valeurs. Il faut bien voir que le 10 ans US, il a fait 3,97, 3,34. Et le 2 ans, encore pire. Et là, il est remonté un tout petit peu, mais dans la valorisation des marchés actions, c'est un peu regardé quand même. Non, mais quand quelqu'un qui regarderait ces indicateurs-là d'un mois sur l'autre, difficile de se dire qu'on est passé par des émotions un peu rock'n'roll il y a encore quelques jours ou quelques semaines. C'est vrai que les marchés sont très résilients, les marchés actions. Ça fait 1 an et demi qu'il y a plus de volatilité sur le marché obligataire que sur le marché actions. Ça se poursuit. En tout cas, le mois de mars a été encore cette illustration-là. Il y a 2 effets. Je pense que vous en avez déjà beaucoup parlé, qu'on va en débattre aussi, mais il y a eu des interventions qui étaient très probantes des banques centrales, banques américaines et banques centrales de Suisse, évidemment. Et il y a des entreprises qui continuent à communiquer et à dire que finalement, le sous-jacent est très résilient. On va peut-être parler des révisions de bénéfices par les analystes qui continuent d'être beaucoup plus optimistes qu'ils n'étaient il y a 6 semaines et qui n'ont pas changé de tendance pendant le mois de mars. Donc, il y a une forte résilience, mais qui est liée principalement à 2 choses, je pense. Des interventions effectives des banques centrales et un sous-jacent très résilient. Qu'est-ce qu'on tire comme enseignement? Alors évidemment, des épisodes de stress bancaire, financier, je le disais, qui ont attaqué des maillons faibles, plus ou moins identifiés. En Suisse, le nom usual suspect Crédit Suisse était dans toutes les têtes depuis plusieurs années. SVB, c'était peut-être quelque chose d'un peu plus discret, j'allais dire, dans la communauté des investisseurs globaux, mais on s'aperçoit à chaque fois que ce sont des maillons bancaires qui étaient ou mal gérés ou qui ont connu des situations assez spécifiques. Est-ce qu'on est rassuré sur l'idée d'un risque de contagion global partant de nœuds spécifiques du système à l'ensemble du système financier, ou est-ce que c'est une question qui reste posée en cette fin de mois de mars? Cyril, Franck? On a un secteur financier en zone euro qui est extrêmement bien capitalisé, avec des matelas de liquidité très très importants. Donc là on parle des fondamentaux extrêmement sains. Mais on a vu qu'en quelques séances, malgré la qualité de ces fondamentaux, le stress de marché pouvait vraiment se propager à l'ensemble des acteurs, en sans trop de discrimination dans un premier temps. Et là, on est vraiment dans des phénomènes très psychologiques de confiance. Et sur le secteur bancaire en particulier, la confiance est clé. Quand une banque comme Deutsche Bank tire ses revenus de plus de 60% de ses activités de marché, d'investissement, donc la banque d'investissement, on imagine bien que si la confiance disparaît, c'est tout ce pan d'activité qui est ruiné instantanément. Et là, on est sur des mécanismes psychologiques très très compliqués. On l'a vu en 2007, 2008, 2009. En 2007, les fonds monétaires craquent, ferment. En 2008, septembre 2008, c'est la chute de Lehman. Donc on est sur des effets de domino, de temps long, qu'il est extrêmement, extrêmement difficile d'anticiper. Donc là, le marché semble-t-il voter pour une sortie dans le calme, en fait, de cette phase de stress. Mais je pense que c'est un peu trop tôt pour créer victoire. Quand vous regardez quand même le niveau des CDS en dette subordonnée sur Deutsche Bank, on est quand même sur des niveaux aujourd'hui extrêmement élevés. On est à 440 points de base, c'est extrêmement élevé. Ce stress, on le retrouve pas trop dans le secteur bancaire européen. Ça reste assez mesuré. Donc on a un marché aujourd'hui qui est très très discriminant, focalisé sur quelques dossiers. Mais attention, alors c'est vrai aussi que la Banque Centrale Européenne a lancé un signal très fort
en autorisant Unicredit à faire son programme de share buyback, donc de rachat d'actions pour 3,3 milliards. Et ça, c'est quand même un signal de confiance à la fois sur le nom Unicredit, mais sur l'ensemble du secteur bancaire en Europe en général. Si le risque de contagion avait été beaucoup plus élevé ou trop élevé, jamais la BCE n'aurait autorisé ces opérations de rachat d'actions pour une banque majeure italienne et européenne. Et alors, elle aurait été dans une situation... On demande à couper les dividendes pour moins que ça, quoi. Oui, mais exactement. Ouais. Mais en refusant ce programme d'achat d'actions, elle aurait aussi alimenté la crise. J'entends. Donc, on est sur des phénomènes assez complexes, là. Qu'est-ce qu'on peut dire de ce sujet qui a été le sujet du mois de mars et qui est peut-être maintenant désormais la dimension financière, un sujet qui va nous accompagner dans un temps long, Julien, le risque de contagion et puis cette logique un peu, ce revival de spéculation avec les CDS qui reviennent sur le devant de la scène, marché très illiquide, très facilement... manipulable, on va dire les choses comme ça, avec des trades assez faciles. Je suis long la couverture, short l'action ou le titre de dette. Et on sait très bien jusqu'où ces phénomènes peuvent nous emmener. Est-ce que le risque est encore là, à ce stade, ou est-ce qu'on a quand même réussi à casser et compartimenter un peu ce risque ? Alors, il y a plusieurs choses. Sur la confiance, je pense que l'intervention rapide des banques centrales, évidemment, a été extrêmement positive. D'ailleurs, dans le cas de Crédit Suisse et aussi de Signature Bank, c'est aussi un phénomène de retrait de liquidité. C'est pas qu'une question de solvabilité, de ratio Tier 1, c'est aussi une question de liquidité. Crédit Suisse, dernière publication, c'était moins 40% sur leurs dépôts sur un an, donc assez massif quand même. Donc c'est aussi une question de financement de liquidité. Alors effectivement, il y a des situations très différentes. L'Europe, effectivement, on a plutôt des banques qui sont bien régulées, parce que c'est aussi un défaut de régulation aux États-Unis. C'est quand même le point important. Donald Trump 2018 qui change le seuil. Et finalement, je pense que le point encore dangereux, ça reste les États-Unis, en fait. Parce que beaucoup de petites banques, énormément de petites banques, qui représentent une part significative du financement de l'économie réelle, près de 60%, les banques en dessous de 250 milliards, c'est près de 60% des prêts immobiliers, encore plus sur les prêts commerciaux. Donc il y a quand même cette zone-là qui est toujours à risque. Les autorités américaines n'ont pas voulu faire de garantie de dépôt généralisée, ce qui était demandé par certains investisseurs. Donc il y a certainement, dans un environnement immobilier américain où on a des taux quand même très hauts, on rappelle près de 7% pour les prêts hypothécaires, pour les acteurs du commercial, des taux d'intérêt très élevés aussi, il y a des zones de risque. Et même en France, en tout cas de ce qu'on entend, l'activité de promotion est compliquée, l'activité globalement des foncières, on le voit en bourse, est compliquée avec les coûts de refinancement. Donc, il y avait eu un rebond des foncières. Partant des points bas de fin d'année, il y avait eu un rebond assez net. Oui. Et effectivement, je voyais que l'indice sectoriel marquait de nouveaux plus bas, enfin est revenu sur les plus bas qu'on connaissait fin septembre, octobre 2022. Et donc il y a cette crainte des coûts de refinancement. Il y a des acteurs, notamment allemands, qui ont annoncé des coupures de dividendes ou autres pour essayer d'un peu de solidifier le bilan. Il y a un acteur aussi qui a annoncé des rachats d'obligations, ce qui a été aussi perçu positivement hier sur le marché. Donc voilà, donc il y a quand même cette question sur l'immobilier, et je pense surtout aux US parce que l'Europe bancaire est relativement consolidée et bien régulée. Aux États-Unis, on le sait, c'est pas le cas, et c'est un nombre d'acteurs important et qui représente un montant d'actifs significatif. Donc il y a encore quand même des points de vigilance importants. Et puis on parle de marché substantiel. Oui, après, la bonne nouvelle, c'est qu'on a compris que le whatever it takes continuait dans tous les cas. Et que quand on voit la remontée très très rapide du bilan de la Fed en quelques jours, on comprend en tout cas qu'ils sont là pour soutenir le système, même s'ils remontent les taux dans le même temps. On dit souvent, ils appuient sur le frein et l'accélérateur en même temps. Voilà, mais bon, il faut éviter les risques systémiques, naturellement. Et surtout, pour compléter, sur les banques américaines, je pense qu'il est intéressant, c'est qu'en plus, le dernier message de Powell était assez clair, c'est-à-dire que la suite se fera pas forcément par les taux, mais par moins de distribution de crédit. Donc aussi, peut-être un peu moins de rentabilité, un peu moins de rendement, et un mix d'activités qui peut poser question. Ce qui est intéressant, c'est qu'avec la réaugmentation du bilan de la Réserve fédérale américaine, alors qu'il reflète quand même de la liquidité que viennent demander les banques commerciales à la Fed, qui est une intention un peu différente d'un quantitative easing, même si au final c'est 400 milliards de bilan regonflés en quelques jours, le marché répond tout de suite à ce genre de phénomène. Enfin, le Nasdaq...
tout de suite reparti de l'avant, très fort. Il avait déjà commencé à bien rebondir. J'ai vu qu'il avait repris la 20% et plus peut-être par rapport au point bas de fin d'année maintenant. Alors, je pense qu'il y a effectivement deux effets. Il y a un effet confiance, on l'a déjà dit plusieurs fois sur notamment la rapidité et l'ampleur de l'intervention de la Banque centrale, et aussi, pour revenir un peu sur ce que je disais tout à l'heure, l'effet taux. C'est-à-dire que les valeurs de croissance ont souffert l'année dernière, principalement les grosses caps américaines. Tesla qui a perdu un petit 50 ou 60%, notamment dans la deuxième partie de l'année, qui commence à vendre des voitures. C'est-à-dire qu'on va un peu sortir du phénomène uniquement, on va dire, marketing, sans être trop simpliste, pour se dire combien je vends de voitures et à quel prix. Et là, on a une baisse de taux, et effectivement, il y a deux aspects. Si on regarde bien les mouvements sur la partie action, si on regarde bien les mouvements, si vous regardez la hiérarchie des performances entre le S&P 500, les MIU, le Japon et les émergents, avant le 9 mars, les MIU gagnent, le Japon est juste derrière, les émergents, les États-Unis sont en queue de peloton. Si vous regardez les perfs relatives entre le 9 mars et aujourd'hui, les États-Unis sont en tête, l'émergent est juste derrière, l'euro et le Japon sont bien en leur trait. Alors ça ne se voit pas encore complètement si vous regardez uniquement les perfs depuis le début de l'année, mais si vous coupez bien entre avant le 9 mars et après le 9 mars, c'est fort. Et donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que dans le doute, un peu de volatilité sur les marchés actions, beaucoup de volatilité sur les marchés obligataires, surtout pas forcément beaucoup d'investisseurs longs exposés à actions. C'est quoi qu'il faut avoir en tête que nos amis gérants diversifiés, ils ont beaucoup de cash dans leur portefeuille et ils sont structurellement beaucoup moins longs à actions qu'ils ne le devraient l'être. Ou pas, en tout cas, de la prise de risque qu'ils veulent bien prendre. Et donc, du coup, il y a beaucoup de hedge funds, un petit peu de particuliers. Et en fait, on a vu des pans entiers de la cote bouger, mais principalement sur de mouvements de hedge funds et pas des mouvements de longue only. Et là, il y a aussi quelques particuliers qui se sont jetés dans des valorisations hyper attractives sur les grosses caps US. Donc, un mouvement défensif naturel. Je reviens vers le marché américain quand je ne sais pas quoi faire d'autre. C'est horrible, mais il faut quand même... Oui. C'est vrai. Deuxièmement, une baisse de taux. Donc, du coup, marché américain plus... Et si je repartais vers les valeurs de croissance, parce que... Et si finalement tout ça n'amenait pas la Fed à s'arrêter? Alors, je ne suis pas les gens qui pensent qu'il va y avoir des baisses de taux. Je pense que vous allez en parler après. Baisse de taux en 2023, je n'y crois pas. Mais en attendant, une stabilisation... Et donc, potentiellement, des valeurs de croissance, encore une fois, et les grosses caps américaines qui sont de nouveau apparues attractives. Et c'est le début d'une tendance? Sur les 2 derniers jours, ça commençait déjà à se réinverser un tout petit peu. Donc, c'est pas aussi simple que ça. Non, mais l'année 2023 commençait vraiment comme une pure année de diversification, dont on rêve depuis très longtemps. Les émergences, ça paye enfin, l'euro, ça se passe bien. Bref, on regarde un peu plus la valorisation et les attentes. Du 9 à fin mars, ça s'est remis en question, c'est encore un peu tôt. Je comprends. Effectivement, c'est encore un peu tôt. Mais en tout cas, on voit bien que les gens ont été, que les investisseurs actions ont été très sensibles à ce genre de choses. Bon. Qu'est-ce qui a changé du point de vue des banques centrales, Franck? Effectivement, entre l'apparition de ces craquements financiers, quasiment pile 1 an après la première hausse de taux de la Réserve fédérale américaine. Qu'est-ce que ça change avec, dans le même temps, une inflation qui n'a pas disparu comme ça, en claquant des doigts en 10 jours? Oui, c'est un bon résumé. C'est un bon résumé et il faut avoir en tête que le mois de février a été un mois de capitulation en fait, des investisseurs par rapport aux anticipations de hausse de taux. On a eu plus 100 BP de pricé entre début février et fin février. Donc on avait un taux terminal Fed pricé entre 5,5 et 5,75. Ça paraît loin. C'était seulement il y a quelques semaines. Et un taux BCE légèrement en dessous de 4%. Capitulation dans le sens, enfin les marchés écoutaient et comprenaient le message des banques centrales. Je sais bien. Mais il y avait toujours ce décalage et donc les marchés ont capitulé en disant « Ok, on écoute ce que vous dites et on price votre message dans nos anticipations. » D'accord. Donc on y était... Ça, c'était fin février. Ça, c'était fin février. En quelques séances, on a totalement revu ces anticipations. Mais il y a 2 phénomènes. Il y a un phénomène d'aversion au risque. Donc un rallye obligataire absolument considérable, écartement des spreads de crédit, etc., dans la hausse de la volatilité. Et le deuxième phénomène dans lequel on est maintenant, parce que l'aversion au risque semble quand même disparaître un peu du radar, avec notamment le VIX, donc cet indicateur de volatilité en dessous de 20 aux États-Unis, on n'est plus dans une phase réellement d'aversion au risque, on a encore quelques doutes, mais plutôt dans une réévaluation de l'impact de ce stress sur les banques régionales américaines, sur le financement de l'économie américaine. Qu'est-ce que ça induit sur l'octroi de crédit et qu'est-ce que ça induit sur la croissance à attendre aux États-Unis en 2023. Et là, effectivement, on revoit tout à la baisse.
Donc ce qui s'est passé est important. Ce n'est pas juste un épiphénomène, ça peut être un épiphénomène de marché, mais l'impact sur l'économie réelle, on l'a dit, c'est plus de 60% de l'octroi de crédit aux États-Unis, c'est absolument majeur. Et on le voit déjà dans les chiffres de la Fed. On aura la prochaine enquête Bank Lending Survey qui sera publiée en mai. Sera très très importante, parce que là, on pourra vraiment mesurer. Je crois que et la Fed et la BCE auront juste quelques jours avant, justement, absolument. ces éléments d'enquête, de distribution et d'octroi de crédit avant leur décision de politique monétaire. Mais on peut déjà anticiper que ça va être sévère. Dès la prochaine enquête. Vraisemblablement. Donc il y a quand même une transmission très rapide pour vous. Non, mais c'est une question. Je pense qu'on est sur des phénomènes de réactivité aussi, des agents économiques. Enfin, on l'a vu. On a eu le premier swipe crack aux États-Unis. Ça se fait quand même très très vite. Donc, mais ça, c'est pour les États-Unis. Donc, le fait qu'il n'y ait que 50% maintenant de pricé sur une hausse supplémentaire de 25 BP aux États-Unis, ça ne nous paraît pas absurde. On peut terminer à 5,25, peut-être. On peut s'arrêter à 5, peut-être. Ça va vraiment dépendre de l'impact fondamental de ce choc bancaire sur l'économie américaine. En zone euro, on n'est pas du tout dans la même histoire. On n'est pas du tout dans la même histoire. Certes, on voit une décélération du crédit dans l'économie. Ça, on le mesure déjà depuis 4 ou 5 mois. Mais on a un vrai problème d'inflation sous-jacente. Et la Banque Centrale Européenne est partie en retard par rapport à la Fed. On n'est qu'à 3 sur le taux de dépôt. Donc aujourd'hui, on a 3,5 pricé à 100% sur un atterrissage fin 3e trimestre, début 4e trimestre. C'est pas assez. C'est pas assez. Donc ces anticipations, elles ont plutôt vocation à se reconstruire. Et ça, c'est quand même une source de fragilité pour les marchés de taux en zone euro. Pour la Fed, où est-ce que vous placez la barre pour une première baisse de taux ? On ne croit pas du tout à une baisse de taux en 2023. D'accord. Ça nous paraît... très très prématuré. Cette baisse des taux, elle pourrait se justifier suite à un choc extrêmement violent sur l'économie américaine. C'est pas tout à fait ce qu'on a en termes de scénario. Bon, le marché prend acte, effectivement, qu'on aura peut-être un différentiel de politique monétaire qui va se creuser à nouveau un peu plus. Là, l'euro-dollar à plus de 1,09 aujourd'hui. Ça fait quand même quelques semaines, quelques mois, peut-être qu'on n'a pas vu ce niveau de parité. Oui, plus l'effet baisse des prix de l'énergie, qui a un effet positif sur la balance des paiements de la zone. Donc, les deux cumulés, finalement, ont un impact positif sur la devise. Et effectivement, si on regarde les deux situations, pas paraphraser, ça a beaucoup d'utilité, mais clairement, il y a plus de hausses de taux à venir du côté de la BCE que du côté des États-Unis, avec en arrière-plan, ce qu'on disait, cette logique d'octroi de crédit avec les banques régionales, où la visibilité est assez faible. Et je voulais juste rajouter aussi un élément dont on n'a pas parlé, parce que j'ai parlé des retraits Crédit Suisse, Signature Banque, mais c'est vrai aussi, on a vu ce switch de dépôt des banques régionales vers les plus grosses banques. Donc c'est un facteur additionnel, en tout cas, pour les contraindre à octroyer davantage de crédit. Et il y a même un autre phénomène aussi dont on prend la mesure, c'est qu'à la fois les dépôts sortent des banques régionales perçues comme les plus fragiles pour aller sur les comptes bancaires des banques majeures, et en même temps on voit de l'argent sortir des dépôts bancaires mal rémunérés, pas suffisamment rémunérés pour aller sur des produits à terme ou des produits monétaires, une semaine, un mois, 3 mois, 6 mois, où là on trouve une rémunération qui peut sembler extraordinaire par rapport à la rémunération d'un compte bancaire standard. Oui, tout à fait. Ça, c'est un phénomène qui... Parce que moi, j'y vois une forme de révélation. C'est-à-dire que l'épargnant ou le déposant, avec les événements bancaires, a regardé un peu précisément quand même ce qui se passait. Et il a assez vite compris que, oui, sur de l'argent dont il n'avait pas forcément besoin dans 1 mois, 2 mois, 3 mois, 6 mois, il allait pouvoir obtenir une rémunération très conséquente. Oui, tout à fait. Et donc, c'est un facteur additionnel de contrainte de liquidité pour ces banques. Tout à fait. Donc ça rajoute de l'effet potentiel récessif, très clairement. Et ça, en quoi l'Europe est protégée de ce phénomène ? L'Europe, alors elle n'est pas protégée naturellement, mais on n'a pas eu des mouvements aussi massifs que ce qu'on avait aux États-Unis. On n'est pas du tout sur les mêmes ordres de grandeur. Et puis encore une fois, je rappelle, les banques européennes sont toutes sous régulation assez stricte à ce niveau-là. On parle bien des banques qui étaient en dessous les radars et qui, elles, avaient une gestion des ratios de liquidité qui n'était pas forcément au plus près. Donc on n'est pas tout à fait quand même sur les mêmes sujets. Et si on regarde les ratios de loan to deposit ou de ratio de dépôt stable,
On n'est pas du tout sur les mêmes choses. Et puis c'est vrai que, bon, ça c'est pour l'anecdote, mais c'est vrai qu'aussi ce que ça a démontré, c'est qu'avec les applications digitales, aujourd'hui, les virements sont extrêmement rapides. Oui. Et donc ça accélère en plus les phénomènes, ce qui a aussi poussé certainement les autorités à être beaucoup plus réactives. Bien sûr, je redonne juste la révélation de l'intensité du bullrun SVB. C'était encore précisé par Michael Barr, le superviseur de la Fed pour le secteur bancaire ces derniers jours. C'est le 9 mars, c'est 42 milliards de retraits effectués en 6 heures. Le lendemain, le vendredi 10 mars, c'était 100 milliards de demandes de retrait auxquelles faisait face SVB et donc mise sous tutelle immédiate. Ouais. Jamais dans l'histoire on a vu ça. Ouais, de manière aussi réactive, oui, tout à fait. Donc ça pose des questions peut-être au niveau de la régulation, justement sur ce point de liquidité, et pas seulement se focaliser sur les ratios de solvabilité long terme. D'ailleurs, sur SVB, ça a été un des sujets, puisqu'ils ont vendu des actifs pour récupérer du cash, mais avec une telle moins-value qu'ils ont dit on n'a pas le choix, il faut passer par une augmentation de capital. Oui, puis après, ça panique au carré, etc. Donc il y a quand même une question, oui, de liquidité. Et encore une fois, malheureusement, je ne dis pas que on aura d'autres petits soubresauts de ce type. Voilà. Mais encore une fois, les autorités sont là pour que tout se passe bien. Ouais. Bon, on est rassuré sur ce plan-là. Cyril, ça ne va pas nous rendre trop schizophrènes d'avoir des banques centrales, pour certaines, qui vont continuer de monter les taux, mais qui, dans le même temps, seront capables de mettre de la liquidité très vite dans le système et donc d'avoir des bilans qui regonflent si nécessaire. Dans le marché, qu'est-ce que ça crée comme genre de... Je pense que c'est quand même le rôle des banques centrales de tranquilliser tout le monde. On peut que saluer. C'est la base de leur job. On peut saluer la rapidité, l'intervention. Sûr. Je ne pense pas que ça rende schizophrène. Je pense que pour le coup, si on voulait être schizophrène, je propose un autre sujet. C'est comment on fait pour réduire l'inflation quand les banques centrales font effectivement le job de monter les taux, en dehors de ce qui s'est passé récemment au mois de mars, mais qu'à côté de ça, les États investissent dans les programmes de relance, enfin l'IRA aux États-Unis à 300 milliards et nous, dans la zone euro-Europe, à 250 milliards. Alors même si nous, pour le financement, on annonce plus de chiffres qu'on les investit, mais globalement, on va finir par les faire. Moi, c'est plus ça qui qui pourrait me rendre schizophrène aujourd'hui, c'est-à-dire qu'on est tous d'accord pour dire que ce que font les États aujourd'hui, il me semble, c'est créateur d'inflation, dans un moment où les banques centrales font tout pour lutter contre l'inflation. Alors, en Europe, on le fait avec la main sur le cœur en disant que c'est bon pour la transition énergétique, que c'est bon pour le carbone et ainsi de suite, ce qui est très vrai, ce qui est formidable. Aux US, on le fait toujours avec la main sur le cœur, mais pour une raison différente. On se dit, oh là là, ils vont le faire en Europe pour qu'on le fasse chez nous, sinon on va perdre des parts de marché. Okay. Donc, quelque part, moi, c'est ça que je trouve plus problématique aujourd'hui. C'est-à-dire de se dire qu'on va avoir une grosse partie de l'économie qui va être financée, et encore une fois, avec plein de bon sens pour des bonnes choses. La partie qui n'est pas dans ce driver-là ou en face de ça, ça va être plus compliqué pour se financer. Bon, on va en parler aujourd'hui, mais quand même. Et à côté de ça, on se dit, bah oui, mais il faut qu'il y ait moins d'inflation. Moi, je trouve que ça, devant nous, pour moi l'enjeu, il est plus là. Alors, encore une fois, on l'a dit, le système est solide en Europe, peut-être un peu discutable aux États-Unis, mais les banques centrales sont là, donc ça va bien se passer. Mais devant nous, si jamais on se dit qu'au-delà de ça, l'enjeu, c'est la réduction de l'inflation, moi, je trouve ça quand même assez compliqué pour le coup. J'ai en tête une enquête menée par BOFA au courant mars. Fund Manager Survey. Ouais, voilà. Peut-être celle-là, mais deux tiers des investisseurs imaginent que les banques centrales ne reviendront pas à l'objectif de 2% si ça implique une crise économique importante. Et je rajoute, ou une crise financière, parce que je crois que l'enquête a été faite avant les événements bancaires ou au moment des événements bancaires. Et seront capables de laisser dériver l'inflation dans une limite de 4%. Il y a quand même, c'est 2-3% ou 3-4%, mais c'est pas au-delà de 4%. Sauf que ça, c'est un message investisseur. Ah bah oui. Et que c'est pas du tout un message banque centrale, mais que il y a 6 mois, c'est compliqué, il y a 1 an, c'était totalement tabou. De dire qu'à un moment donné, la Fed ou la BCE pourrait... Donc, moi, je trouve que c'est quand même un des gros enjeux qu'on a face à nous. Franck, ça, c'est un point très, très important. Et vous vous souvenez, Philippe Lane en avait parlé, ça a été repris à plusieurs reprises, 3 à 4 fois, par Christine Lagarde, lors de la conférence de presse. Quels sont les critères qui vont guider la fonction d'action de la Banque Centrale Européenne ? Bon, à part l'inflation cœur et la dynamique sur l'inflation cœur, le troisième critère, c'est la bonne transmission de la politique monétaire. Oui. Et la politique monétaire mise en œuvre par la Banque Centrale Européenne n'est pas aujourd'hui favorisée par les politiques budgétaires
c'est des chèques de 650 milliards, hein, les boucliers énergie. Ouais. 650 milliards. J'avais même pas Ça va prendre fin, Franck. Ça va prendre fin. Oui, mais vous avez mais c'était 750 milliards. c'est des dépenses d'investissement. Certes. Oui. Certes, mais le résultat, c'est que vous avez un policy mix qui reste accommodant en zone euro, parce que la politique monétaire, elle est juste à neutre, et vous avez des politiques budgétaires en soutien. Donc, ça complique la tâche de la BCE, et c'est aussi pour ça qu'on craint que la BCE doit vraiment aller relativement haut dans ses hausses de taux, et surtout rester sur un plateau. C'est-à-dire que le revirement qu'on avait déjà observé dans les enquêtes de crédit en Europe à la fin de l'année 2022, que ce soit dans les intentions de distribution, les conditions de crédit ou même l'octroi de crédit, on voyait déjà un credit impulse qui était en train de se renverser. Ce sera peut-être pas suffisant. Non, peut-être pas. Non, mais parce que là, c'est quand même bien le signe qu'il y a une transmission de la politique monétaire via la distribution de crédit, et que cette transmission, elle était déjà effective avant même les événements du mois de mars. Oui, mais vous avez toujours un excès d'épargne. Enfin, D'accord. On est sur des phénomènes comme de résilience. Les économies en zone euro vont plutôt bien. Un truc nouveau aussi dans le narratif ou le constat que les banques centrales font de l'inflation et de la dynamique d'inflation. Il y a un an, je me souviens très bien, alors c'était le gouverneur de la Banque d'Angleterre, mais ça aurait pu être un autre, qui demandait officiellement à la télévision publique aux salariés britanniques de ne pas demander trop de hausse de salaire, parce que sinon ça allait vraiment compliquer le travail de la Banque d'Angleterre, et que la dureté de l'action de la politique monétaire serait sans doute très douloureuse pour le plus grand nombre. Aujourd'hui, le discours est beaucoup plus focalisé sur les marges des entreprises et la volonté de certains secteurs ou de certaines industries, de certaines entreprises de profiter de ce moment inflationniste pour reconstituer des marges, voire atteindre des niveaux de marge qui sont peut-être au-delà de la norme historique. Et les discours des banquiers centraux sont de plus en plus focalisés sur cette dynamique-là de l'inflation tirée par les profits des entreprises, plus que par les salaires. Non, exactement. Et il y a eu un effet d'aubaine, en fait, dans de nombreux secteurs, pour de nombreuses entreprises, pour augmenter leurs marges, faire passer dans le bruit général inflationniste leur hausse de prix. Et ça a plutôt bien marché pour elles. La hausse des salaires, il ne faut pas la minimiser quand même en zone euro. Regardez ce qui se passe en Allemagne. L'Allemagne est totalement paralysée comme lundi dernier. Et c'est sans doute pas terminé. Enfin, il y a quand même une certaine résilience de l'inflation headline, enfin de l'inflation totale en Allemagne sur des niveaux quand même très très élevés, dans un contexte où ils détestent ça. Enfin, on connaît les raisons historiques, mais c'est vraiment très profondément ancré. Donc les hausses de salaire, oui, elles vont encore se matérialiser. L'histoire des marges qui entretiennent l'inflation ou de l'inflation tirée par les marges, comment on sort de ce phénomène? Est-ce que le pricing power que certaines entreprises ont découverte comme ça subitement, habité par l'esprit inflationniste ou entouré par l'esprit inflationniste, est-ce que ça peut se renverser très vite? Je suis assez méditatif. Vous connaissez un peu les fonctions de réaction des entreprises. Qu'est-ce qui pousse une entreprise à baisser ses prix, si ce n'est qu'elle se fasse squeezer par la demande? La baisse de la demande ou de la concurrence. D'accord. Tout simplement. Tu parlais de Tesla tout à l'heure, qui a annoncé quand même de nombreuses baisses de prix entre décembre et février. Donc c'est la concurrence. Sur le secteur automobile, typiquement, pour l'instant, il n'y a pas de sujet, puisque tant qu'on avait cette pénurie de semi-conducteurs, ils se retrouvaient dans une situation inédite où il n'y avait pas assez de production par rapport à la demande, ce qu'ils n'avaient pas trop l'habitude de voir. Voilà, donc est-ce que les marges, on parlait d'évolution de marge historique, je pense que sur le secteur, c'est assez symptomatique. Spectaculaire, oui. C'est spectaculaire. Ouais. Et pourtant, quand on regarde l'arrivée de nouveaux entrants avec les véhicules électriques, on se dit finalement, les années d'optimisation des moteurs thermiques avec des savoir-faire très spécifiques, on a l'impression que sur l'électrique, ça a l'air quand même d'être un peu plus simple. Donc, je ne pense pas que les marges du secteur automobile, typiquement, soient soutenables. Donc il y a eu ces phénomènes de goulot d'étranglement, et puis non, c'est tout simplement la demande. Mais c'est des choses qui vont perdurer. Je donne des chiffres là, de Danone sur la France. Ouais. Bon, c'est pour illustrer, c'était -2 en volume et +10 sur les prix, quelque chose comme ça. Donc, sur la partie sur Geberit en Suisse, matériel de salle de bain, c'était la même chose. C'était des hausses de prix à 2 chiffres et des volumes qui étaient assez faibles.
Donc voilà, c'est où est le point de rupture, et ce sera la baisse de la demande, parce que de toute façon, les entreprises ne le feront pas. De toute façon, il y a aucun... Non, mais ce sont des animaux économiques, hein, donc de ce point de vue-là, voilà. C'est pas leur sujet, quelque part, je veux dire. C'est un peu cynique, mais c'est pas leur sujet. Et d'ailleurs, si on est cynique jusqu'au bout, les derniers discours du MEDEF, c'était il faut que les femmes fassent plus d'enfants parce qu'on manque de main-d'œuvre, ou alors il faut augmenter l'immigration parce que les méchants salariés demandent trop de hausse de salaire, donc c'est ennuyeux. Mais bon, on a trouvé la solution technique. Il y a aussi l'idée quand même de... Ah ben non, mais il y a aussi quand même... Non, il y a quand même l'idée qu'on manque de force de travail, justement, et que ça maintient une contrainte sur l'offre qui permet à certaines entreprises d'utiliser cette excuse pour continuer de faire passer les hausses de prix. On ne peut pas se plaindre d'avoir un chômage de masse qui coûtait beaucoup d'argent à tout le monde. Et puis en même temps, quand le chômage commence à baisser et qu'il est quand même encore relativement élevé, dire on a un problème de main-d'œuvre, peut-être qu'il faut, sur certains métiers, accepter d'augmenter les salaires. Et c'est vrai que si on regarde les marges d'un point de vue historique, on est sur des niveaux qu'on n'a jamais vu. Je ne parle même pas du partage de la valeur. Voilà. Donc, pour en finir, ce n'est pas le sujet des entreprises. Ah ouais, je comprends. Ce n'est pas trop le sujet non plus des investisseurs, a priori, puisqu'on préfère des entreprises qui gagnent de l'argent. Non, j'entends. C'est un sujet de régulateurs. Non, mais c'est le sujet un peu global. C'est comment on répartit la charge de l'inflation un peu entre tout le monde, quoi, les différents agents économiques, entreprises, salariés, épargnants ou autres. L'État contribue, les entreprises contribuent, et la Banque centrale lutte. Voilà, pour l'instant, on est là. Qu'est-ce qui va driver les marchés partant de tout ce qu'on s'est dit, Cyril, désormais là? Et la question des marges, là, ça va être une question assez vite sur la table, désormais? Ou est-ce que le phénomène, justement, il y a une forme d'inertie, d'esprit inflationniste qui va maintenir, pour certaines entreprises... Inflationniste, je ne pense pas, en tout cas pas encore. Non. C'est trop nouveau comme phénomène. Mais... Non, mais c'est vrai que les marges des entreprises, ou les bénéfices au sens large, vont être évidemment bien regardés. Après la chute fantastique de 2020, énorme rebond, et de 2020 à 2021, énorme rebond en 2022. Là, on commence l'année, on avait un petit peu avancé dans l'année, mais on a des attentes en termes de bénéfices sur les entreprises qui sont très faibles. 2% de croissance aux États-Unis pour 2023, 4% au Japon et autour de 2% Euro-Europe. C'est super faible. Historiquement, c'est entre 7 et 10. Puis après, ça décroît dans l'année à mesure qu'on se confronte avec la réalité. Mais là, on est déjà très faible parce qu'il y a eu un travail de fait en amont. Alors, fermeture de la Chine, ça n'a pas aidé. Le coût énergétique l'an dernier qu'on a évoqué aussi. Enfin, il y a pas mal de circonstances atténuantes pour la baisse. On a l'impression qu'on est en phase de ce qui peut être délivré. Même si, comme je le disais tout à l'heure, sur les 6 dernières semaines, on a plutôt des révisions en hausse en Europe. On est arrivé aux publications du 4e trimestre 2022 avec des attentes négatives. Maintenant, on est positif. Alors, on est positif à 2%. Pas complètement dingue. Mais c'est vrai que le côté, les entreprises vont finalement, encore une fois, pouvoir délivrer, commence à faire un petit peu son chemin, sachant que dans les sous-jacents de ce qui avait poussé à la hausse, il y avait un petit peu le pétrole et aussi la réouverture de la Chine. On a un secteur du luxe chez nous qui est plutôt bien vu. Enfin bon, il y a pas mal de ventes. Enfin, le fantasme réouverture chinois, même si les chiffres pour l'instant ne sont pas aussi forts que ce qu'on attendait, a alimenté pas mal de révisions à la hausse, notamment de pas mal d'entreprises européennes, c'est vrai. Donc, et c'est quoi, un point de fragilité, ça, peut-être, ce thème de la réouverture chinoise? Non, c'est pas un point de fragilité. C'est un point qui a permis, si on simplifie à outrance, ça permet de passer de moins 1% à plus 2% de raison. C'est pas tout à fait ça, c'est moins fort. Et c'est juste pour donner l'idée. Donc aujourd'hui, ce qu'on a devant nous, c'est effectivement des conditions d'endettement et de financement qu'on va imaginer stabiliser, même si on continue de se dire que les taux vont continuer à monter. Donc c'est pas fini. Effectivement, des prix qui montent via, soit on veut augmenter un peu les marges, soit on veut profiter, on va dire, de l'effet d'aubaine. Mais quand même, le phénomène pour moi qui est assez important autour, c'est effectivement la réouverture de la Chine et une partie de la demande internationale. Est-ce que ça va vraiment se passer? Pour l'instant, il n'y a pas de chiffres dingues qui arrivent, mais LVMH récemment a parlé en disant que finalement, tout ça allait se passer plutôt très très bien. Donc si on considère qu'effectivement la demande asiatique repart, ce qui avait vraiment fait défaut en 2022, malgré les très bons chiffres, ça pourrait être une manière à minima de distribuer ce qui est attendu, voire peut-être de l'améliorer un tout petit peu. Donc pour le dire encore différemment, une nouvelle année de résilience des entreprises en termes de publication. Ouais. Et ça justifie les niveaux sur lesquels on est en termes de prix, d'indice action aujourd'hui? On paye 12 fois le marché action sur les bénéfices de l'année en Europe. 18 fois en mettant les banques dedans, les banques, l'énergie, l'automobile, quoi. Ce qui fait baisser un peu la valo, quoi. Oui, mais on paye 12 fois. À côté, on paye 18 fois le marché américain
sur des attentes qui sont aujourd'hui complètement équivalentes et avec des perspectives qui peuvent être... Donc, est-ce que c'est enfin la vraie année de diversification, peut-être ? Ouais, mais il y a un truc, voilà, tout n'a pas changé non plus au mois de mars. L'idée que l'Europe reste bien positionnée avec des valorisations confortables. La seule chose où l'Europe est légèrement déficiente par rapport au reste des autres codes, c'est un poids globalement des semi-conducteurs plus faible et un poids en général des valeurs de croissance plus faibles. Donc s'il y a un retour très fort sur les valeurs de croissance, ça va être difficile. Julien, d'un point de vue performatif. Qu'est-ce qu'on a eu envie de confirmer dans les stratégies, dans les portefeuilles ? Qu'est-ce qu'on a envie de couper ? Comment on essaye de suivre ou pas les rotations ? Alors là, ça a été très Nasdaq quand même, effectivement. Ouais, ça y est, les Apple, Microsoft sont redevenus les meilleurs performeurs year-to-date. Oui, c'est ce qu'on a dit au début de l'émission. C'est un sujet de taux aussi. Donc, alors moi, je suis là-dessus. Sur cette partie-là, je suis plutôt positif, en tout cas sur les objectifs. Sur l'Europe, effectivement, les niveaux de valorisation ne sont pas perturbants, mais c'est très pollué par beaucoup de valeurs qu'on a l'habitude de payer avec des PE très bas sur ce qu'on considère des hauts de cycle. Des sujets inflationnistes quand même qui me semblent pas complètement évacués, parce que sur la Chine... Typiquement, ce qu'on voit, c'est que le niveau d'épargne a beaucoup augmenté chez eux, un peu comme on avait eu aux États-Unis et en Europe, qu'on est en train de consommer progressivement. Donc cet excès d'épargne, il va venir quelque part à un moment. Mais donc c'est positif pour la croissance, c'est un peu plus négatif pour l'inflation, parce que ça veut dire probablement que sur les prix de l'énergie, ça va faire du soutien. Et puis, zone quand même à surveiller. On a échappé au pire l'hiver dernier, parce que hiver très doux, etc. La Chine qui a importé beaucoup moins de gaz naturel liquéfié que les autres années. Bon, l'hiver prochain, on ne peut pas dire que non plus on a un risque zéro sur les sujets énergétiques. Donc voilà. Même si on sortira de cet hiver avec des stocks de gaz quand même beaucoup plus conséquents qu'une sortie d'hiver habituelle. Oui, mais les décalages de bateaux qui ont été reroutés de Chine vers l'Europe l'hiver dernier, c'est significatif. C'est pas des choses, enfin c'est pas des montants anodins. Non, je comprends. Donc si la Chine repart réellement, ce qui est le scénario de beaucoup d'économistes aujourd'hui, il faut être cohérent. Il y aura une concurrence à l'achat. Enfin, en tout cas, moi je crois pas au scénario où on a la croissance et puis l'inflation baisse et tout va bien. Malheureux. Et les taux baissent, bien sûr, les banquiers centraux en même temps baissent les taux. Bon, c'est le scénario de certains. Ça me paraît un peu compliqué. Il y a un moment, on y a cru. En même temps. Comment on appréhende le marché obligataire sortant de ce mois de mars, Franck, avec les changements qu'on a pu décrire, notamment en termes d'anticipation, de politique monétaire ? Est-ce que c'est le moment là ? La vol est encore énorme. Oui. Est-ce que c'est le moment d'aller un peu plus loin, de prendre de la duration sur l'obligataire ? Oui, effectivement, sur le marché américain, oui, certainement, parce qu'on n'est pas très très loin d'anticipations qui nous conviennent en termes de hausse de taux de la Fed. Donc dès que les taux remonteraient un peu, c'est des points d'achat ? Oui, ça peut être des points d'achat. Sur les marchés euros, on l'a dit, on est un peu méfiant. Et puis je pense qu'il faut être vigilant, d'une manière générale, parce que cette crise bancaire, on ne sait pas vraiment si elle est terminée. Moi, il y a quand même quelque chose qui m'a extrêmement surpris, c'est qu'il n'y ait pas eu de casse. Dans des mouvements de volatilité tels qu'on les a connus sur les taux, très logiquement, c'est chez des acteurs de marché ? Chez des acteurs leveragés, très leveragés, de marché, hedge fund, on aurait dû avoir quelques soucis. Et notamment sur cette exposition sur le 2 ans américain. Dans un contexte où le marché n'a jamais été aussi short qu'il y a 2 semaines. On l'a pas vu. J'ai été extrêmement surpris. Donc il y a eu des paumes, il y a eu des paumes. Oui, et personne n'a sauté, quoi. Oui, voilà. Donc, prudence. Prudence. Merci beaucoup, messieurs. Merci d'avoir partagé cette émission et vos réflexions avec nous ce soir. Franck Dixmier, Allianz Global Investors, Julien Kistrebert, Montségur Finance et Cyril Collet, CPR Asset Management.